Bonjour, bienvenue dans ce MOOC sur l'introduction au management. Alors aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Claude Monnier, DRH de Sony. Peut-être je vais vous laisser vous présenter. Avec grand plaisir. Bonjour Cécile, bonjour. Donc, je suis le DRH d'un groupe qui s'appelle Sony Music, qui appartient au groupe Sony Corporation, et je suis en charge de l'intégralité des ressources humaines pour tous les métiers de cette entité-là. Donc l'objectif ici est de parler du métier de manager. Et souvent, on dit que la première responsabilité du métier de manager, c'est de décider. Je vais me permettre de pondérer ce propos, Voilà. si vous voulez bien, Cécile. C'est évidemment une responsabilité très importante du manager, et ça doit être évidemment probablement une de ses zones de confort dans les savoir-être qu'il est capable de mettre en œuvre dans le cadre de son poste ou de sa fonction. Mais je pense aussi qu'une de ses responsabilités, c'est d'amener ses propres collaborateurs à savoir aussi prendre des décisions. Et probablement que la vérité est au milieu, comme très souvent en sciences humaines, mais je pense que le manager ne peut pas incarner l'intégralité des décisions, ne peut pas non plus supporter l'intégralité des décisions, et que dans cette logique d'adhésion, dans cette logique de management participatif, qui est quand même aujourd'hui significativement d'actualité dans les groupes, dans les entreprises, je pense qu'amener ses collaborateurs à prendre des décisions et aussi à assumer ces décisions-là. Je pense que ça fait partie probablement des travaux de fond que le manager doit réaliser dans une logique de développement de ses collaborateurs. Très bien. Et alors, l'autre responsabilité dont on parle beaucoup, c'est la motivation. Comment faites-vous pour motiver des personnes différentes dans une équipe ? C'est selon moi l'exercice le plus difficile. Si je me permettais une analogie avec le patinage artistique, on peut dire qu'il y a des figures imposées et des figures libres. Dans le domaine du management, il y a des choses qu'on peut faire en fonction de ses propres initiatives, de ses valeurs, de son éthique personnelle. Et puis il y a des figures imposées, c'est-à-dire qu'on doit respecter le cadre culturel de l'entreprise, ses valeurs, parfois aussi un droit social qui définit le périmètre dans lequel on peut manager une équipe. Je pense que motiver est un complexe cocktail de ces deux aspects-là. Il y a des choses qui sont imposées dans la motivation. On ne peut motiver ses collaborateurs que dans le cadre défini par l'entreprise. On ne peut pas inventer des choses, on ne peut pas sortir complètement des obligations organisationnelles de la structure. Et c'est aussi au quotidien une très complexe alchimie. Vous le disiez, on est souvent confronté à des personnalités très différentes, des tranches d'âge, des expériences, des parcours, des moments de vie différents. Il y a des gens qui vont très bien dans leur vie privée, donc ils sont parfois plus faciles à motiver. Il y a des gens qui traversent des moments très difficiles dans cette vie privée. Et donc il est d'autant plus important de redonner du sens à l'exercice professionnel, à la vie professionnelle. Et je pense que cet exercice-là repose sur la compréhension au quotidien des attentes de chacun et de faire un travail d'identification très clair entre droit et devoir. La motivation est certainement la ligne de crête entre les droits d'un salarié et ses devoirs. Et au travers de cas pratiques, je pense qu'il est parfois souvent nécessaire de développer une communication très étroite, très directe, très régulière avec ses collaborateurs pour s'assurer que s'il y a un haut de motivation, on puisse l'exploiter et l'optimiser en termes de performance collective et individuelle. Et s'il y a un temps faible de motivation, c'est certainement d'abord essayer de comprendre, identifier les raisons, y apporter des solutions très souvent à court terme, avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, et passer par un plan d'action très concret, essayer de, jour après jour, semaine après semaine, regagner quelques centimètres de motivation, quelques degrés de motivation. C'est encore une fois, je trouve, l'exercice le plus difficile dans la fonction de manager. Alors, on dit également qu'une autre responsabilité au cœur de ce métier, c'est de développer les talents. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'est la chose la plus passionnante. Je crois que c'est la principale responsabilité du manager. Je vais peut-être mettre à mal un adage qu'on a parfois l'habitude d'utiliser, c'est qu'il y a quelques managers qui ont l'habitude de recruter des gens moins compétents qu'eux-mêmes, de façon à ne pas trop se mettre en danger sur leur propre niveau de responsabilité. Je pense que la vraie force d'un manager, c'est l'inverse. C'est d'abord de s'entourer de gens très experts sur des métiers ou des lignes de métiers techniques, peut-être moins expérimentés, mais experts, il n'y a pas de contradiction, et s'assurer que ces personnes-là, on leur donne d'une part la possibilité de mettre en œuvre l'intégralité de leurs talents, d'un point de vue technique, savoir-faire, mais aussi la potentialité de développer leur savoir-être pour pouvoir être éventuellement ce qu'appellent les anglo-saxons un crash successeur. Ça veut dire que si le manager évolue ou quitte sa fonction, il est quand même très naturel d'aller rechercher son éventuel successeur dans son équipe actuelle. Et que ça, c'est la responsabilité du manager. Alors ça peut être un développement vertical dans cet esprit-là, c'est-à-dire préparer quelqu'un à prendre sa propre succession managériale.
Ça peut être un développement transversal, développer son périmètre de fonction au sens technique. Ça peut être aussi amener quelqu'un à s'interroger sur la ligne directrice de sa carrière. Et le développement peut passer par d'autres choses. Et d'ailleurs, les dernières années de management que moi j'ai pu connaître, nous sommes de plus en plus confrontés à des gens qui aspirent à avoir plusieurs expériences professionnelles lors d'une vie professionnelle. C'est non seulement changer d'entreprise, c'est aussi parfois changer de métier, c'est changer de pays. Et tous ces changements-là sont des vraies évolutions. Et on doit aussi préparer à cela nos équipes. C'est un vrai travail sur l'employabilité. S'assurer que quand quelqu'un nous quitte, on lui a donné le maximum de chances de pouvoir rebondir. Et on ne l'a pas, par contre, complètement contraint et isolé dans un job où il nous a rendu énormément de services, mais il n'est pas préparé à autre chose. Notre responsabilité, elle est aussi là. L'après fait aussi partie du job de manager. Il n'y a pas que le présent, finalement. Et est-ce que vous pensez qu'un manager doit obligatoirement être un leader, ou est-ce qu'on peut être un bon manager sans être un leader? Et quelle est la différence entre un manager et un leader? Je serai encore une fois très humble sur ma capacité à répondre à cette question, Cécile, parce qu'elle est profonde, elle est riche. Je pense qu'il y a 3 jours, je n'aurais peut-être pas eu la même réponse que la semaine prochaine. Il est probablement un plus et probablement un atout supplémentaire pour un manager que d'avoir la capacité à faire preuve de leadership. Leadership, pour moi, il peut s'exprimer au-delà de l'autorité hiérarchique. Ça veut dire qu'on est manager au sens hiérarchique d'une équipe. Donc celle-ci sait très bien qu'entre guillemets, vous allez l'évaluer, vous êtes responsable de la fixation de ses objectifs et éventuellement de la prise de décision qui relève de sanctions. Donc là, on est dans le management hiérarchique vertical. Le leadership peut passer la frontière extérieure de votre équipe. Vous pouvez, avec des gens qui ne sont pas sous votre responsabilité, faire preuve de leadership. Ça veut dire être un référent, être capable de donner du sens, au-delà même du lien, encore une fois autoritaire. Et c'est quelqu'un qui peut aussi s'inscrire dans une dynamique qui va au-delà du quotidien du manager. Est-ce qu'on peut être leader sans être manager? Je le pense aussi. Je pense que ça peut relever d'une forme d'autorité naturelle ou d'une forme d'autorité de compétence et qu'elle ne s'appuie pas forcément sur un cadre contractuel où, encore une fois, on a un droit de recrutement ou de décrutement par rapport à un salarié. Et je crois que c'est définitivement l'axe de progrès sur lequel nos managers actuels, quelle que soit leur génération, doivent le plus travailler. L'exemplarité, la démonstration de valeur au quotidien, définitivement la prise de position éthique ou déontologique dans sa profession, ça nourrit le leadership. On se doit d'être irréprochable lorsqu'on a la responsabilité fonctionnelle ou hiérarchique d'équipe. La responsabilité hiérarchique est un élément technique qui est pour moi un sous-ensemble du leadership. Et quelque chose qui vient certainement nourrir une prise d'influence plus globale sur des équipes ou sur une entreprise en général, mais c'est un outil plus qu'une finalité, le management hiérarchique. Le leadership est quelque chose qui, définitivement, pour moi, crée une identité collective et permet, encore une fois, de dynamiser une structure, de conduire de changements, de faire face à des imprévus conjoncturels. Et ça, c'est complexe. Et je ne sais pas où ça s'apprend. Je pense qu'on peut apprendre du management, encore une fois, prendre des décisions, fixer des objectifs, poser des jalons, donner un rythme à un travail. Le leadership, je connais moins de masters ou moins d'exécutifs MBA où on apprend le leadership. Peut-être au travers d'un exercice de coaching, probablement. Et aussi, je pense que c'est l'expérience qui développe le leadership. C'est-à-dire qu'on a soi-même été confronté à un leader. On a eu l'occasion de travailler avec quelques-uns. Moi, c'est ma situation actuelle. Je travaille avec un président qui est un leader remarquable et avec une vraie autorité naturelle. C'est là qu'on apprend. L'observation, c'est certainement la clé de l'apprentissage sur ce sujet-là. Et après toutes ces années de pratique de management, est-ce que vous auriez 2-3 convictions, 2-3 recettes? Alors, je vais superposer deux casquettes de rôle. C'est que quelques années d'expérience de management, mais aussi quelques années d'expérience en tant que RH. Oui, bien sûr. Et en tant que RH, on sait que les convictions, il faut les remettre en question le plus souvent possible. Il n'y a pas de science exacte dans le management. C'est aussi un exercice où la remise en question, elle est nécessaire. Et je trouve que les patrons d'entreprise ou les grands managers qui ne pratiquent pas suffisamment la remise en question se privent d'une opportunité de réflexion et de prise de distance par rapport aux droits et aux devoirs du manager. Je parlais des droits et des devoirs du collaborateur tout à l'heure. Évidemment, le manager en a encore plus des droits et des devoirs. Pour autant, pour me contredire, comme tout bon DRH, oui, quelques convictions. La modestie est un atout dans le management.
Et probablement, la base du management, ça commence par l'écoute. Avant d'asséner des vérités ou d'être très péremptoire ou d'être très affirmatif, je pense qu'on peut être assertif en étant à l'écoute. Je pense qu'on peut être exemplaire en essayant de comprendre le contexte de son interlocuteur. Et encore une fois, je pense que c'est dans le partage et dans la communication que probablement on franchira le plus de distance avec son équipe. J'ai une deuxième conviction, c'est que pour autant, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et que si on accepte d'être manager, c'est parfois pour une rémunération plus importante, c'est aussi pour une question de statut social, d'identité dans l'entreprise, ça donne de la posture. Et que même si on doit être modeste avec son équipe et qu'on doit être capable de se remettre en question, une fois que les choses arrivent, qu'on doit prendre des décisions, il est évident qu'il faut les assumer. Encore une fois, être exemplaire en termes de courage, ne pas faire la basse besogne par quelqu'un d'autre, que ce soit une fonction support, que ce soit un consultant externe, et définitivement porter la décision, incarner la décision, et aller jusqu'à, si quelqu'un dans son équipe commet des erreurs, importantes ou peu importantes, c'est les assumer en tant que manager, puisqu'on est sur la responsabilité directe de cette personne-là. Ça veut dire que cette conviction-là, pour moi, elle est très forte, c'est de se dire, j'assume. Ce qui se passe bien ou ce qui se passe mal, ça relève de ma responsabilité. On ne peut pas se contenter de dire, si ça marche, c'est grâce au manager, si ça ne marche pas, c'est de la faute de mon équipe. On a déjà une fois de tendance à le faire avec son propre patron. Quand ça marche, c'est grâce à soi. Quand ça ne marche pas, c'est de sa faute à lui. Ça, c'est une autre conviction. Une recette, toujours garder en mémoire ce qui n'a pas marché et que le retour d'expérience est un exercice extrêmement important dans le management. On a définitivement besoin de regarder ce qu'on a fait, par où on est passé, ce qui a fonctionné ou pas. Moi, j'ai un échec extrêmement marquant dans ma vie professionnelle. Et je ne serais pas le DRH que je suis aujourd'hui, je ne serais pas le manager que je suis aujourd'hui si je n'avais pas connu cet échec, qui relève quasiment, mais vraiment d'une incompréhension totale et qui était un exercice de remise en question extrêmement important. Mais le fait d'avoir identifié cet échec et d'avoir compris que ça portait encore une fois sur une problématique qui était vraiment une notion d'éthique et de valeur, là, du coup, on incarne le rôle de manager avec beaucoup plus d'énergie, de conviction, du coup. Et on se doit systématiquement d'être en mesure de pouvoir partager ça avec ses équipes. Donc sa propre expérience est un matériau pédagogique sur lequel on doit travailler. Merci beaucoup pour cette interview très riche d'idées. Je vous en prie, Cécile, c'était un plaisir. Merci beaucoup.